l'arbitraire. Voilà. Saussure prend ainsi position sur un problème qui est posé, disons, pas seulement aux linguistes, mais à toute personne s'intéressant au langage, hein, depuis les philosophes grecs, depuis les philosophes indiens, n'est-ce pas? Vous voyez, qui est pensé par exemple à l'illustre dialogue de Platon, intitulé le Cratyle, n'est-ce pas, dans lequel, en gros, hein, c'est notamment le problème de l'arbitraire du signe qui est posé à la façon de Platon, c'est-à-dire de façon tellement ironique qu'on ne sait plus ce qu'il veut dire. Hein. Voilà. Bon, Saussure prend une position extrêmement ferme sur le débat de l'arbitraire. Voilà. Et alors, à mon sens, je dis bien à mon sens, et là, c'est une position qui n'est pas partagée par tout le monde. Hein. À mon sens, la véritable justification de la mise en place de l'arbitraire, c'est qu'il est nécessaire à la mise en place de la langue, non plus comme système de signes, mais comme système de valeurs, et plus précisément de valeurs négatives. Ce que je veux dire, c'est que dans le fond, la relation entre le signifié et le signifiant, quand on considère comme dans ce schéma, le signe isolé, eh bien, en gros, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Ça ne l'intéresse pas beaucoup. Et la preuve, c'est que si vous relisez attentivement la page, je crois que c'est la page 102 d'un cours de linguistique générale, quelque part par là, hein, ou peut-être un tout petit peu avant, page 120 peut-être. Voilà. Si vous relisez, vous vous apercevez que la preuve qu'il donne est mauvaise. Vous voyez, hein, parce qu'il vous dit, en gros, regardez, le signe est arbitraire, puisque pour le bœuf, n'est-ce pas, vous dites en français bœuf, en allemand ox. Ça prouve bien que la relation entre le bœuf et ces deux signifiants est arbitraire. Naturellement, c'est pas faux. C'est vrai. Bon, il y a une frontière linguistique, mais ça ne prouve pas l'arbitraire du signe, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ce qui est en cause là, c'est le référent, c'est-à-dire l'objet désigné lors de chaque acte de discours. Vous voyez? Et par conséquent, Saussure, comment dire, se contente d'une, démonstration très très moyenne, si moyenne qu'elle est vraiment fausse, n'est-ce pas, de l'arbitraire du signe. Pourquoi? Alors, pour deux raisons. Peut-être bien le principe de l'arbitraire du signe est-il indémontrable, n'est-ce pas? Personne ne l'a jamais démontré, à ma connaissance. Personne n'a jamais démontré le contraire non plus. Hein. Bien qu'actuellement, en France, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, hein, il y a beaucoup de gens qui travaillent contre l'arbitraire du signe. Il y a une véritable école, hein, dominée par des noms tels que Didier Bottineau, par exemple, hein, ou Philippe Monneret, hein, qui sont totalement opposés à l'arbitraire du signe. Bon, je jette un coup d'œil sur ces travaux. Jamais je n'ai trouvé le moindre début de démonstration pour vous prouver que le signe n'est pas arbitraire. Bon, remarquez aussi, je le disais tout à l'heure, que le caractère linéaire du signe, ça a l'air d'être une évidence. Oui, ça a l'air d'être une évidence, mais ça demanderait à être démontré. Personne ne l'a jamais démontré. C'est peut-être un postulat. Saussure aime bien les postulats, les axiomes, il dit aussi. N'est-ce pas? Vous voyez? Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est donc que c'est peut-être indémontrable, et en tout cas, la démonstration qu'il en donne, il faut le dire, n'est à mon sens pas bonne. Je dis tout de suite que dans la soutenance de Valdir Beividas, demain, je serai en désaccord avec ce qu'il dit sur ce problème. Ce sera à peu près le seul, hein, sur lequel je serai en désaccord, mais là, je serai en désaccord avec lui. Bon, j'insisterai pas longtemps. Bon, voilà. Mais la seconde raison, la plus valide, c'est que c'est l'arbitraire du signe qui permet à Saussure de mettre en place la conception de la langue, non plus simplement comme système de signes, mais comme système de valeurs, et plus précisément de valeurs
négative. Alors il prend comme exemple, un exemple devenu illustre, n'est-ce pas? Bon, c'est malheureusement entre le français et l'anglais, et pas entre le français et le portugais, mais entre le français et le portugais, on en trouverait aussi, j'en ai pas en tête, n'est-ce pas? C'est l'exemple de mutton et de sheep, comme vous le savez, n'est-ce pas? Mutton, c'est le mouton quand il est dans l'assiette et qu'on le découpe pour le manger, et sheep, c'est le mouton en train de se balader dans son pré sans penser qu'il va finir dans une assiette, n'est-ce pas? Voilà ce que c'est. Bon, alors naturellement, hein, ça a le même référent, hein, ça a le même référent, mais ça n'a pas du tout, ça a en quelque sorte, dans chaque cas, le même signifié, mais ça n'a pas la même valeur. Ça n'a pas la même valeur parce que dans le cas de l'anglais, sheep s'oppose à mutton, alors qu'en français, il n'y a pas cette opposition. Voilà. Et alors, c'est à ce moment-là que surgit l'un des passages les plus difficiles du cours de linguistique générale, hein, qui est le passage sur la notion de valeur négative. Alors, naturellement, c'est un passage extrêmement connu, mais je n'hésite pas au plaisir de vous le relire. Dans la langue, il n'y a que des différences. Bien plus, une différence suppose en général des termes positifs entre lesquels elle s'établit. Mais dans la langue, il n'y a que des différences sans termes positifs, comprennent le signifié ou le signifiant. La langue ne comporte ni des idées ni des sons qui préexisteraient au système linguistique, mais seulement des différences conceptuelles et des différences phoniques issues de ce système. Voilà, on est là avec cette notion de différence sans termes positifs devant ce qui est la spécificité, je crois, de l'enseignement de Saussure et ce qui est historiquement à l'origine, indirect, dans certains cas, direct dans d'autres, de tout ce qui s'est construit à sa suite sous le nom de structuralisme. Bon, alors je n'ai pas le temps car je souhaite conserver tout de même quelques minutes pour la dernière partie, ne serait-ce que pour fixer quelques noms et quelques rapports, n'est-ce pas? Je ne consacre donc que 2 mots à l'opposition de la synchronie et de la diachronie, n'est-ce pas? Bon, alors naturellement, là encore, certes, ça rôdait, cette opposition, ça rôdait dans le discours linguistique avant et pendant Saussure. Même un type comme Ferdinand Bruno, je ne sais pas si le nom de Ferdinand Bruno vous est familier, n'est-ce pas? Grand grammairien et historien de la langue du 19e et du 20e siècle français, absolument opposé à Saussure. Il a horreur de Ferdinand de Saussure, absolument horreur. Il ne peut pas le sentir pour toutes sortes de raisons. Eh bien, il y a quand même quelque chose qui, indépendamment de Saussure, fait penser chez Ferdinand Bruno, c'est très bizarre, mais c'est comme ça, à l'opposition synchronie-diachronie. Voilà, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Mais c'est naturellement Saussure qui met ça en place et qui leur donne ces noms, qui là encore ne sont pas tout à fait nouveaux. Il y en a d'autres qui l'ont utilisé avant eux. Mais c'est lui qui met ça en place de façon extrêmement précise. Pour mieux marquer cette opposition et ce croisement de 2 ordres de phénomènes relatifs au même objet, nous préférons parler de linguistique synchronique et de linguistique diachronique. Et synchronique, tout ce qui se rapporte à l'aspect statique de notre science, diachronique, tout ce qui a trait aux évolutions. De même, synchronie et diachronie désigneront respectivement un état de langue et une phase d'évolution. Voilà. Alors, donc, j'ai terminé la deuxième partie. Il me reste encore, mettons 5 ou 10 minutes pour jeter un coup d'œil sur l'influence de Saussure. Ce qu'il faut dire, c'est qu'elle n'a pas été aussi immédiate qu'on aurait pu le penser. Il faut là rendre grâce à Bailly, Séchelet et Riblinger d'avoir compris l'importance du cours, car
ils ont été les seuls à comprendre tout de suite. Il est vrai qu'ils s'étaient favorisés, n'est-ce pas? Leur proximité avec Saussure à l'Université de Genève faisait qu'ils voyaient que c'était quelque chose d'important. Mais disons, comme récepteur immédiat, il n'y a guère en France que l'illustre Antoine Meillet, qui construit une linguistique de caractère sociologique fortement influencée par Saussure. Alors, Benveniste, par exemple, bon, qui, à l'égard de Saussure, est fortement ambigu. C'est-à-dire qu'il n'aime pas l'arbitraire du signe, Benveniste. Jetez un coup d'œil dans le tome 1 des problèmes de linguistique générale, il n'aime pas du tout l'arbitraire du signe. Et ça, c'est très embêtant. C'est très embêtant parce que ça le fait passer à côté de certains concepts fondamentaux. Mais naturellement, une large part de la pensée benveniste, à partir des années 1930, c'est-à-dire très tôt, est marquée par Saussure. Naturellement, il faut parler ici de la glossématique du Danois William Sloff, qui est, sans doute, parmi les continuateurs de Saussure, celui qui est le plus fidèle. À ceci près, très bizarrement, vous voyez comme tout est bizarre, qu'il récuse, lui, l'opposition de la synchronie et de la diachronie. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a que de la synchronie. La diachronie, ça n'existe pas. Chaque fois qu'il y a une évolution historique, ce n'est que l'application d'une règle synchronique. Vous voyez, voilà comment il se débrouille. C'est très astucieux, c'est très intelligent, mais bon, c'est quand même sans doute faux. Vous voyez, c'est sans doute faux. Voilà. Alors, James Sloff, la glossématique de James Sloff, qui se manifeste à partir de la fin des années 30, vous voyez, pas tout de suite, quand même 15 ans après, et qui se manifeste surtout dans ce livre magnifique, qui est Les Prolégomènes à une théorie du langage, qui sont naturellement traduits en portugais. Voilà, et qui se manifeste aussi un peu plus tard dans cet autre livre magnifique qu'est le langage. Voilà. Alors pour la phonologie, naturellement, il faut tenir compte de Trubetskoy et de Jacobson, bien que Trubetskoy, lisez donc Trubetskoy, c'est très amusant. Il est très virulent, très violent, et il prononce parfois véritablement des injures contre Saussure. Voilà. Qu'il trouve, trop évident. Il le trouve évident, mais ça n'empêche pas qu'il reprend l'essentiel de ses théories. Bon, alors, voilà. Alors, en France, parmi les grammairiens, je n'insiste pas parce qu'on tombe dans les domaines de la grammaire française, je vais simplement lâcher un nom, ou plus exactement deux noms, ce que j'appelle, moi, le monstre dicéphale de Damourette et Pichon. Le monstre dicéphale de Damourette et Pichon, qui, eux, se disent opposés à Saussure sans se rendre compte qu'ils sont précisément dans son appareil théorique. Vous voyez, ça, c'est un cas particulier. Alors, naturellement, Damourette et Pichon, 7 volumes, in quarto, la largeur de ça, 3500 francs, 3500 € chez les libraires d'occasion. Vous voyez, c'est inaccessible, c'est illisible, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Voilà. Bon, alors naturellement, la sémiologie, devenue sémiotique en quelque sorte de façon presque accidentelle, et pour fixer les idées pour deux raisons. D'une part, le caractère international, plus facilement international du mot que sémiologie, d'autre part l'influence de Peirce, n'est-ce pas, dans la sémiotique, a joué dans le choix qui a été fait. Si mes souvenirs sont bons, en 1969, je crois bien que j'en étais dans une réunion d'une association dont j'ai perdu le nom de vue, ça fait quand même très longtemps, qui avait à choisir entre sémiologie et sémiotique. Voilà. Alors, je me contenterai maintenant, car il commence à être temps de vous laisser la parole, je me contenterai simplement de dire ce que j'aurais dit si j'avais eu un peu plus de temps. D'une part, l'influence
de Saussure qui me paraît absolument déterminante sur Lévi-Strauss, n'est-ce pas, sur Lévi-Strauss, dans lequel je tire simplement cette citation de mes maîtres à la Sorbonne. Mes maîtres à la Sorbonne étaient plus occupés à méditer l'essai sur les données immédiates de la conscience que le cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure. Et il dit la catégorie du signifiant est la plus haute manière d'être du rationnel. Et puis un dernier mot sur la psychanalyse, et rassurez-vous, je m'arrêterai. Alors là, c'est très curieux, car Saussure est le contemporain à peu près parfait de Freud. Saussure, premier point. Saussure a eu très tôt connaissance de l'œuvre de Freud, car il a collaboré avec l'un de ses collègues de Genève qui s'appelait Théodore Fournoy, qui étudie le cas d'une jeune médium, n'est-ce pas, une jeune médium de Genève, bon, et dans son livre auquel Saussure a collaboré, et que Saussure a lu, il cite, si mes souvenirs sont bons, en 1903, je dis bien en 1903, c'est-à-dire très tôt, il cite Freud. C'est-à-dire que, inévitablement, Saussure connaît au moins le nom de Freud. J'ajoute ceci, l'un des fils de Saussure, Raymond Saussure, à partir, si mes souvenirs sont bons, de 1922, a subi, comme il dit, c'est lui qui dit subi une psychanalyse avec Freud. Et naturellement, lui a parlé de son cher papa Ferdinand. Je dis naturellement parce qu'il cite le cours de linguistique générale dans sa thèse, Raymond Saussure, n'est-ce pas? Raymond Saussure cite le cours de linguistique générale de son cher papa Ferdinand Saussure, et Ferdinand Saussure a fait une préface à la thèse de Raymond Saussure. Conclusion, s'il a fait une préface, s'il a lu le bouquin qu'il a préfacé, je sais bien qu'on fait parfois la préface d'un livre sans le lire, bon, ça arrive à tout le monde, peut-être à Freud lui aussi, voilà, bon, si donc Freud a lu le bouquin de Ferdinand Saussure, de Raymond Saussure, il connaît l'existence du cours de linguistique générale de Ferdinand Saussure. Autrement dit, contemporains, les deux auteurs ne peuvent pas ne pas s'être connus au moins de nom. Au moins de nom. Ça, c'est une évidence. À part ça, aucun des deux ne dit un mot de l'autre. Il n'y a aucune trace de Freud chez Saussure, ni de Saussure chez Freud, en tout cas dans ce que j'ai lu, ni dans les index que, vous vous en doutez, j'ai parcouru avec conscience et attention. Bon, alors, naturellement, ce serait maintenant un tout autre problème, et rassurez-vous, je ne vous examine pas, que de savoir ce qu'il en est de l'inconscient chez Saussure, bon, ce qu'il en est du langage chez Freud, bon, et alors naturellement, il faudrait faire allusion à ce à quoi j'ai fait allusion tout à l'heure en insistant sur la barre qui sépare le signifiant et le signifié chez Lacan, ce qui fait de Lacan, comme je l'ai dit dans un article autrefois, un intercesseur après coup, largement après coup, du côté des années 55 par là, vous voyez, 55, c'est-à-dire longtemps après, même Freud étant mort depuis plusieurs années, un intercesseur après coup entre Freud et Saussure. Voilà, je crois que j'en resterai là en vous remerciant de votre attention.